Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle et agent de marque de commerce chez Robic. Il pratique également dans le droit du divertissement et le droit des technologies de l'information. Avant de se rejoindre à l'étude Robic, Maître Bergeron a travaillé au sein du cabinet Ogilvy Renault, maintenant Norton Rose, récipiendaire de nombreux prix, incluant, pour ne vous en nommer que quelques-uns, une bourse au cours de ses études en droit à l'Université de Laval, récompensant ainsi l'excellence de ses résultats en propriété intellectuelle, la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse en 2009, l'hommage du lieutenant-gouverneur remis par le Barreau de Québec en 2010 à un avocat ou avocate qui s'est démarqué autant par ses résultats que par son implication. En plus, avant sa pratique en droit, Maître Bergeron a fondé et opéré une compagnie dans les domaines de l'image d'entreprise et des technologies de l'information. Parlant d'image d'entreprise et des TI, Maître Bergeron va nous entretenir sur l'effet Streisand, un sujet très intéressant sur comment la suppression d'un contenu sur l'Internet peut engendrer un effet boomerang et multiplier sa visibilité. Sans plus tarder, je cède maintenant la parole à Maître Bergeron. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Écoutez, c'est de très grandes chaussures à porter de passer comme ça après Dominique Jarre qui nous a entretenus tout à l'heure avec passion de son sujet. Donc, je vais essayer de faire la même chose de mon côté. D'ailleurs, je ne suis pas très content contre Dominique parce que j'avais l'intention de me préparer, relire un petit peu pendant sa présentation, puis il était tellement intéressant que je me suis rendu à la page 2. Donc, voilà. Je suis très heureux d'avoir été invité, premièrement, par l'organisation ici de l'égalité. Comme vous savez, je suis de la Ville de Québec, donc je trouve ça super intéressant que justement, aujourd'hui, on essaie d'avoir des gens qui viennent aussi de l'extérieur de Montréal, comme de quoi la rivalité Québec-Montréal n'existe pas tant qu'il n'y a pas d'équipe à Québec. Aujourd'hui, je vous parle d'un phénomène qu'il est tout à fait important de connaître en 2013 pour les avocats. Je sais que le titre est un petit peu intéressant, c'est un petit peu mystique tout ça, l'effet Streisand, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Est-ce qu'on va vraiment traiter de notre idole, Mme Barbara Streisand, artiste aux multiples talents? Effectivement, nous allons parler de Mme Streisand. Je débuterai ma présentation par quelques chiffres très intéressants pour vous mentionner à quel point le Web 2.0, bon, ça a l'air d'un concept des fois pour préadolescentes qui échangent de nouvelles sur Justin Bieber, mais c'est beaucoup plus que ça et ça vient affecter grandement la pratique des avocats. Quelques chiffres. En mars 2013, ça faisait maintenant 7 ans que Twitter existait. Puis là, dites-moi là si jamais il y a des gens qui ne connaissent pas les 3 plus grandes plateformes de réseaux sociaux, soit Facebook, LinkedIn et Twitter. Sinon, je vais prendre pour acquis que les gens savent en général de quoi on parle pour le reste de ma présentation. Donc, Twitter, à son 7e anniversaire, quelques chiffres intéressants. Il y a 575 millions de comptes Twitter actuellement actifs. Et si on compare avec Facebook, sur Facebook, on est rendu à 1,2 milliard. Si on parle de visiteurs uniques par jour sur le site Twitter, on est maintenant rendu à 92 millions de visiteurs par jour, 640 millions pour Facebook. Et en nombre de pages consultées, bien évidemment, chaque utilisateur consulte plusieurs pages. Donc, pour Twitter, on parle de 490 millions de pages consultées par jour et 12 milliards pour Facebook. Donc, beaucoup plus de consultations de pages Facebook par jour que d'êtres humains sur la Terre. Et pour vous donner un dernier chiffre par rapport à Twitter, on parle d'à peu près 400 millions de tweets par jour sur Twitter. Je contribue pour un petit nombre de ceux-là, pour ceux qui me suivent. Donc, je vous invite à me suivre si ça vous intéresse.
La présentation aujourd'hui, évidemment, on va tenter de démystifier qu'est-ce que c'est que l'effet Streisand. C'est beaucoup plus qu'un nom tape à l'œil pour une conférence. Ensuite, on va essayer de regarder quelles sont ces nouvelles règles du jeu qui viennent vraiment affecter la pratique des avocats et en quoi on devrait être concerné par ça, le Web 2.0, le Web social, les plateformes, ce que le public en pense et diffuse. Et finalement, comment apprivoiser les médias sociaux. Je ne me prétends pas être un spécialiste de tous les domaines, y compris du marketing, des relations publiques, etc. Par contre, ce que je suis capable de faire avec vous, c'est de regarder objectivement des situations qui se sont passées au Québec comme ailleurs, puis ensemble, on va essayer d'en tirer certaines conclusions. Évidemment, c'est un sujet qui va susciter probablement des réactions à certains moments. Je vous invite à attendre à la fin où on pourra avoir des échanges super intéressants. Donc, cette étude-là, objective qu'on va tenter de faire ensemble, je vais avoir un style un petit peu à la découverte où on va regarder ensemble des faits puis on va analyser tout ça. À certains moments, je risque de m'enflammer un petit peu puis que ça ressemble un peu plus à une description de partie de hockey. Je m'en excuse d'avance. L'effet Streisand. Cet effet-là est un effet qui est relié au web social. Donc, quoi de mieux pour tenter de le décrire que de se fier à une encyclopédie sociale comme Wikipédia? Bien, Wikipédia définit ce phénomène-là comme un phénomène Internet qui se manifeste par l'augmentation considérable de la diffusion d'informations ou de documents faisant l'objet d'une tentative de retrait ou de censure. En d'autres termes, et de façon un petit peu plus large, lorsqu'il y a une situation problématique qui se passe, on tente de l'enrayer, on tente de minimiser ses effets, mais parfois, on va grandement aggraver la situation de départ par notre tentative de censure, de retrait ou de faire cesser cette situation-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle cet effet-là, qui est relatif à Internet, l'effet Streisand? Eh bien, tout ça fait référence à un incident qui est survenu en 2003. Là, c'est bien important de comprendre qu'en 2003, on a vécu cet effet-là, mais on parle d'une date où Facebook, LinkedIn et Twitter n'existaient pas encore. Donc, on parle des balbutiements du Web 2.0 où les gens créaient des blogs, des micro-blogs, échangeaient entre eux de l'information, mais on était encore bien loin de la vitesse de diffusion actuelle qu'on peut vivre sur les médias sociaux. Donc, Madame Streisand, en 2003, cette célèbre artiste aux multiples talents, a intenté des procédures judiciaires parce qu'on avait pris des photos de sa petite, modeste maison d'été sur la côte du Pacifique à Malibu. Je vous décris ça comme ça, vous dites « Ah, ben, ses intérêts, effectivement, je pense que c'est justifiable. On porte atteinte à sa vie privée. Les paparazzis, ça peut nuire à leur vie des fois. Donc, peut-être que c'est justifié. » Je vous présente le contexte un petit peu plus largement. On avait un projet environnemental en Californie qui s'appelait le California Coastal Records Project, dont l'objectif était de promouvoir la conservation des côtes californiennes. Donc, il y a des photographies aériennes qui ont été prises de toute la côte pacifique, au total plus de 12 700 photos panoramiques. Et puis, avec tout ça, on essayait de démontrer les effets de l'érosion sur la côte. Donc, on se comprend qu'on est bien loin de « allons cibler la maison de Mme Streisand, mettons ça sur Internet ». Elle va être fâchée. Je vous montre ici M. Kenneth Adelman, qui est assis dans l'hélicoptère. En fait, c'est l'activiste principal derrière tout ce projet-là. M. Adelman n'était pas un activiste environnemental traditionnel. Il a fait des millions en vendant des entreprises à Cisco et IBM. Et donc, en tant qu'activiste philanthrope, il s'est dit, pourquoi ne pas lancer un projet comme ça? Et puisque ma femme a des loisirs modestes aussi, elle a appris à piloter des hélicoptères. Donc, pourquoi ne pas faire une belle activité ensemble? Partons en hélicoptère, allons photographier la côte. Donc, on peut comprendre que M. Adelman a plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ceci étant dit, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, voici la modeste maison d'été de Mme Streisand, qu'on voit au centre de la photo. Évidemment, là, la photo est prise de loin, donc ça a l'air tout petit, mais on se comprend que c'est assez grand. Cette photographie-là était nommée de façon très simple « Image 3850 ». Donc, d'aucune façon, on ne voyait sur le site du projet environnemental,
Voici la maison de Mme Barbara Streisand. À aucun moment, on ne pouvait relier cette photo-là avec Mme Streisand d'aucune façon que ce soit. On va maintenant regarder des chiffres parce que ça, c'est intéressant. La photo de la maison de Mme Streisand, avant qu'on intente des poursuites, avait été téléchargée 6 fois. Et sur ces 6 fois-là, il y a 2 fois qu'elle a été téléchargée par les avocats de Mme Streisand. Donc, au total, on peut penser qu'il y a peut-être 3 ou 4 personnes qui, par hasard, ont visionné la photo sans même savoir à qui appartenait cette maison-là. Mme Streisand envoie une mise en demeure. Tout ça reste encore au stade confidentiel. Poursuite déposée en justice. Évidemment, les médias trouvent la nouvelle très intéressante. « Oh, Mme Streisand poursuit quelqu'un qui aurait pris sa maison en photo. Qu'est-ce qui se passe là? » Puis, on n'est pas encore à l'étape du Web 2.0. La nouvelle est diffusée dans les médias traditionnels, puis finalement reprise sur des blogs un peu partout. Et dans le mois qui a suivi la poursuite, on est passé de 6 à 420 000 visionnements. Donc, vous comprenez qu'au départ, bon, est-ce que Mme Streisand avait un intérêt légitime à faire valoir? Oui, non, bon, je ne veux pas embarquer dans les détails. Mais en tentant de supprimer une information qui lui déplaisait, en tentant de faire respecter ses droits, elle a de façon exponentielle agrandi le dommage qu'elle vivait et les troubles psychologiques associés au fait de savoir que les gens avaient vu sa maison. Évidemment, il y a beaucoup de juristes dans la salle, une très grande majorité, donc un petit peu de droit. Mme Streisand, ce qu'elle a tenté de faire devant les tribunaux, c'est de déposer une demande d'injonction permanente et des dommages de 10 millions de dollars pour ces dommages subis. Tout ça, bon, fondé sur une atteinte à sa vie privée et également sur une violation de la Anti-Paparazzi Law, une loi qui a été modifiée à plusieurs reprises depuis, qui visait à condamner certains gestes répréhensibles des paparazzi face aux vedettes et également des conduites erratiques sur la route lorsqu'ils prenaient les gens en photo. Donc, elle fonde ça là-dessus. Évidemment, M. Adelman, lui, demande le rejet de cette poursuite-là en disant, mais écoutez, moi, je présente une requête anti-SLAPP. Votre requête, elle sert uniquement à me bâillonner, à bâillonner ma liberté d'expression. Vous tentez de m'intimider. Ça n'a pas de bon sens, votre requête. Puis on se comprend qu'en regardant les faits, effectivement, là, on n'a jamais eu intention d'aller entrer dans sa vie privée. Eh bien, la poursuite a effectivement été rejetée par les tribunaux californiens. Et on a été dire que c'était un abus du système de justice que de tenter de telles procédures devant les tribunaux. Mais rappelez-vous que si le but était d'intimider M. Adelman dans ce cas-ci, M. Adelman est millionnaire. Donc, ça ne lui faisait pas peur du tout une poursuite comme ça. Puis au contraire, pour lui, ça a été probablement plus un amusement d'aller débattre et de faire passer Mme Streisand pour quelqu'un d'un petit peu, excusez-moi le terme, capoté. Donc, on a également eu un remboursement des frais juridiques de M. Adelman à la hauteur de 155 567 $. Et je vous rappelle que ce litige n'a pas été entendu au fond. Ça a probablement été facturé à l'heure, si vous voulez mon avis. Et donc, par la suite, les gens se sont beaucoup moqués de Mme Streisand et de sa tentative de retrait. Ici, on a une caricature qui est parue dans le Tampa Tribune, dans laquelle on disait, bon, là, Mme Streisand, maintenant, poursuit pour 50 millions la NASA pour avoir pris une photo de l'espace de sa maison. Donc, Mme Streisand s'est fait... On s'est moqué d'elle un peu partout, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « Hey, ce fameux effet-là où on aggrave un dommage en essayant de le supprimer, appelons ça l'effet Streisand parce que c'est un des premiers cas qui a été vécu, publicisé à ce point-là. » Donc, merci Mme Streisand de me donner un titre accrocheur pour ma conférence. Maintenant, on passe aux nouvelles règles du jeu. Là, on comprend le principe d'où ça émane. Vous voyez ici le logo d'Anonymous. Évidemment, je n'encourage personne à aller pirater des systèmes, etc. C'est tout simplement pour porter à votre attention une nouvelle réalité qui est l'anonymat des utilisateurs à plusieurs égards. Sur des plateformes comme Facebook ou LinkedIn, on est capable, en fait, on exige qu'on se présente sous un nom qui semble exister à première vue. Donc, on s'identifie en tant que personne. Et puis, il est interdit de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a une certaine identification rattachée à une personne.
Sur Twitter, on n'a pas cette réalité-là et on peut utiliser n'importe quel nom. On peut vraiment là, utiliser un mot petit chien rose plutôt qu'un nom de personne, puis ça va être difficile de relier ça à une personne physique. Ceci étant dit, qu'on soit capable d'identifier la personne ou non, il y a une très grande notion de courage qui est attribuée aux gens qui vont sur les médias sociaux et ils se permettent de dire souvent des choses comme ça, telle personne est un vrai idiot, ça n'a pas de bon sens, qu'ils n'iraient jamais dire en personne face à leurs amis. Et on se comprend, sur Facebook, je ne sais pas pour vous, mais moi je connais des gens qui dans la vraie vie ont peut-être 15-20 amis, mais que sur Facebook, ils en ont 800-900. Est-ce qu'ils seraient à l'aise de dire les choses qu'ils disent sur Facebook devant ces 900 personnes-là face à face? Probablement pas. Donc, il y a une beaucoup plus grande facilité à dire à peu près n'importe quoi sur les médias sociaux et on n'a pas peur des conséquences parce qu'on s'imagine souvent, médias sociaux, c'est pas la réalité. J'ai le droit de dire des choses ici que je ne dirais pas dans la vraie vie, il y a moins de conséquences. Évidemment, en tant que juriste, on sait que ce n'est pas le cas, mais dans le public en général, on peut remarquer ça. Puis vous remarquez vous-même vos amis qui vont aller parler de ce qu'ils ont mangé la veille, alors qu'en réalité, les 800 personnes qui vont lire ça en ont absolument rien à foutre. Donc, on se retrouve avec énormément de commentateurs de l'actualité qui ne l'auraient pas été si ça n'avait pas été des médias sociaux. Et à l'inverse des médias traditionnels, on se comprend que dans un journal, par exemple La Presse ou The Gazette ou des journaux comme ça, il y a un contrôle du contenu, on révise tout ça, il y a un auteur qui signe, il y a le journal qui publie ça sur son site ou dans la version papier. Tout cet effort-là de contrôle n'est pas là sur les médias sociaux. Autre nouvelle règle du jeu, la rapidité de la diffusion et l'élargissement du public. Auparavant, on avait, bon là, on recule vraiment loin si on y va avec le petit garçon qui vendait le journal sur le coin de la rue. On y va avec des médias plus traditionnels, bon, la télé ou les journaux, où une nouvelle sortait dans la journée. Si on était chanceux, on allait en entendre parler au bulletin de 5 heures. S'il n'y avait pas eu le temps de se préparer, un petit peu au bulletin de 22 heures. S'il n'y avait pas encore eu le temps de se préparer, ça ira au lendemain matin en même temps que les journaux. Mais maintenant, avec les médias sociaux, la nouvelle, elle sort immédiatement. Soit elle est publiée en premier par des sites comme Cyberpresse ou Canoë, soit elle va sortir directement sur les médias sociaux, puis ensuite reprise par les médias traditionnels. Mais une chose est sûre, la nouvelle, on la veut et on la veut maintenant. Je discutais tantôt avec quelqu'un et ça m'a fait sourire. Quand l'élection du pape avait lieu, la personne m'a dit, je regardais sur Cyberpresse, sur Canoë, puis ça n'allait pas assez vite. Donc, j'ai plutôt cherché le mot-clé conclave sur Twitter, puis j'ai eu la nouvelle 10 minutes avant que les journaux la sortent. Donc, on a même ce désir-là, 10 minutes, c'est trop long. On veut la nouvelle maintenant. Et cette rapidité-là de diffusion a toutes sortes d'effets. Là, on est dans la nouvelle, on rapporte des faits objectifs, des événements comme ça, mais ça a le même effet aussi lorsque les gens veulent commenter quelque chose et décident de réagir rapidement à quelque chose. On va voir tout à l'heure ensemble une journée où, en 10 heures, la réaction du public sur les médias sociaux a complètement affecté un litige entre deux parties qui venait de se trancher en cour d'appel. Ça, c'était juste pour vous donner un petit peu hâte. Autre exemple, on a ici le président Obama. Quand je vous disais tout à l'heure, les diffuseurs d'informations peuvent devenir excessivement nombreux. Cette photo-là, lors des élections présidentielles, a été retweetée à 660 000 reprises par toutes sortes de personnes. Si on va à la soirée présidentielle elle-même, le nombre de tweets qui traitaient de l'élection, au moment le plus fort de la soirée, il y avait 327 000 tweets à la minute pendant la soirée d'élection. 327 000 par minute. Donc, on comprend que maintenant, les sources d'information ne sont plus uniquement celles qui émanent des médias, parce que peut-être que vous avez vu des sites comme Fox, CNN, d'autres sites comme ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, les commentateurs? Ils avaient évidemment les rapports sur le terrain, mais ils avaient le bon vieux mur de tweets comme ça qui se rafraîchissait à l'écran, puis là, ils commentaient ce que les gens disaient. Donc, les commentateurs deviennent de tout horizon. Il y a une autre belle analogie à faire avec ça. Vous ferez le test avec les gens autour de vous le matin. Attendez qu'il soit 10-11 heures, par exemple. Vous allez les voir, vous dites, est-ce que tu as lu les journaux ce matin? Est-ce que tu les as lus sous format papier ou encore les nouvelles?
Et des fois, des gens de mon entourage me disaient « Ah, pas encore, je les lis en fin de journée ou je les lis sur l'heure du dîner. » Ah, OK. Est-ce que tu as été sur Facebook? Ah ben oui, ben, c'est sûr que j'ai été sur Facebook. Je ne peux pas me lever sans savoir ce que les gens ont mangé la veille. Donc, il y a une espèce de pouvoir de ce que nos amis ont fait, de ce que nos amis ont dit, qui parfois va être plus fort que la nouvelle objective. Puis objective, encore là, je n'entre pas dans le débat des médias, sont-ils objectifs ou non, ce n'est pas ma tasse de thé. Ceci étant dit, ce que nos amis ont partagé comme nouvelle, par contre, ça peut venir nous toucher, parce que la nouvelle, on ne va pas la chercher nous-mêmes. On va voir, qu'est-ce que mes amis pensent qui est intéressant dans l'actualité? Ah, mon ami a partagé telle nouvelle. Si lui, ça l'intéresse, ça doit m'intéresser, donc je vais aller lire cette nouvelle-là. Donc, il y a tout le jeu de l'influence des gens autour de nous dans la sélection du contenu qu'on va consulter. Nouvelle règle du jeu, très, très, très frappante. La relation, dans le cadre d'un litige, par exemple, n'est plus bidirectionnelle. Auparavant, on envoyait une mise en demeure à quelqu'un, la personne nous répondait elle-même ou par le biais de ses avocats, on n'était pas content de sa réponse, on renvoie une lettre, il nous renvoie une lettre, on est tanné, on est fâché, on demande à un juge de trancher. C'est le seul tiers qui venait se mêler de notre dossier. Maintenant, cette relation-là n'existe plus, parce que dès que les procédures vont devenir publiques, ben à ce moment-là, le public, en tant que tierce partie, peut décider d'intervenir et dire « Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on juge votre conduite, on juge ce que vous êtes en train de faire, même si on n'a absolument aucune connaissance du fond du dossier, de ce qui se passe juridiquement. Avez-vous raison, oui ou non? C'est pas grave. On va juger quand même. » Donc, on va voir tout à l'heure que même dans le cas de droits tout à fait légitimes à protéger, le public peut s'en mêler et faire changer quand même la situation. On a ici un cas qui a été commenté par plusieurs personnes, plusieurs collègues. Il y a eu des articles écrits là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ce qui s'est passé dans l'affaire des industries Lassonde contre Olivia's Oasis de manière... Allô? Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, désolé. Je suis surchargé d'électricité. Donc, je vous propose qu'on regarde tout ça de façon très objective et factuelle, regarder ce que les médias ont rapporté de tout ça, puis essayer d'en tirer certaines conclusions. Ce n'est donc pas un jugement de ma part ou de la part de personne sur est-ce qu'on aurait dû agir différemment, est-ce que les avocats ont proposé quelque chose d'illogique, est-ce que la sonde a exigé quelque chose qui n'avait pas de bon sens. Je n'embarque pas non plus là-dedans. On va plutôt regarder tout ça, comme je l'ai dit, dans un style découverte. Allons-y donc pour les faits. C'est le cas le plus frappant de l'effet Streisand qui s'est produit au Québec. Et c'est donc pour ça aujourd'hui que je vous en parle, parce qu'on ne peut pas dire au Québec qu'on n'est pas touché par ça. Non, on a un terriblement gros et connu cas d'espèce au Québec. Donc, tout le monde connaît bien Industrie Lassonde qui commercialise les délicieux jus de fruits Oasis. Mais très peu de gens connaissent Olivia's Oasis, une petite compagnie de Candiac au Québec qui faisait des produits de savon à main et d'hygiène personnelle à base d'huile d'olive. Mes collègues qui pratiquent en marque de commerce vont tout de suite me dire « Bon, c'est des produits à l'huile d'olive, la marque est descriptive de la qualité des produits. » Non, non. La fille de Mme Cousiman, la propriétaire, s'appelait Olivia. Voilà. Donc, on a contourné ainsi certaines objections de l'Office de la propriété intellectuelle. Donc, ces produits-là d'Olivia's Oasis étaient distribués déjà sur le marché dans certains canaux de commercialisation, comme par exemple des pharmacies, des boutiques de soins personnels. Donc. Puis parfois, évidemment, ça se croisait dans des grandes épiceries où il y avait également des jus Oasis, ou encore les jus Oasis étaient dans des pharmacies. Donc, la sonde, évidemment, détient la marque de commerce enregistrée Oasis en lien avec des jus de fruits, et a considéré qu'il pouvait peut-être y avoir de la confusion dans l'esprit des consommateurs entre ces jus de fruits et les produits de savon d'Olivia's Oasis. Évidemment, est-ce qu'il y a une très forte probabilité de confusion? Probablement pas. Est-ce qu'il y avait un intérêt légitime à tenter de défendre sa marque? Peut-être. C'est les tribunaux, de toute façon, qui ont tranché de tout ça. Donc, la sonde a déposé des procédures en cour supérieure afin d'obtenir une injonction pour faire cesser la vente des produits d'Olivia's Oasis, en plus de demander le remboursement des profits générés sous la marque par la petite entreprise et également des dommages exemplaires de 20 000 $.
En parallèle avec tout ça, la sonde s'est également opposée devant l'Office de la propriété intellectuelle du Canada à l'enregistrement du logo que vous voyez ici. Donc, elle a attaqué l'entreprise sur deux fronts, le front civil et le front administratif pour qu'il n'y ait pas d'enregistrement de marque de commerce. Donc, la Cour supérieure a rejeté l'action en disant, écoutez, il n'y a aucune confusion possible sur le marché pour toutes sortes de raisons. Elle a évalué, bon, ce qu'on prévoit à la loi sur les marques de commerce. Je n'entrerai pas dans les détails. Mais, fait très intéressant, elle a condamné la sonde à 125 000 $ de dommages, puisque les procureurs d'Olivia's Oasis ont invoqué avec succès les dispositions de 54.1 et suivants du Code de procédure civile en disant, écoutez, dans ce cas-ci, c'est un recours abusif. Il n'y avait manifestement pas de droit à faire valoir là, c'était abusif comme procédure. Donc, résultat, somme toute, assez favorable pour Olivia's Oasis, qui se fait rembourser ses frais juridiques, qui peut continuer d'employer sa marque, et tout va bien, même si ça a duré plusieurs années de procédure, et ça a été quelque chose d'éprouvant pour la petite PME. La sonde n'a pas laissé ça là et a décidé d'aller en cour d'appel. Donc, devant la cour d'appel, la sonde n'est même pas allée en appel sur la question de la confusion. Là-dessus, elle a dit, bon, c'est de bonne guerre, on a perdu, au moins on a défendu nos droits. Ceci étant dit, la sonde n'était pas d'accord à l'effet que c'était vraiment abusif comme recours et que ça n'avait pas de bon sens. Et effectivement, la cour d'appel a donné raison à la sonde en appel et a annulé la condamnation de 125 000 $ au dommage. Donc, la sonde, quoique n'ayant pas raison sur le fond, a gagné en cour d'appel, devait être contente de ne plus avoir payé ces 125 000 $ je ne suis pas au courant, mais je présume qu'après ce jugement-là, il y a probablement eu une belle fête d'organiser dans les locaux de la sonde. Les gens célébraient « On est content, yes !» C'est la suite qui ressemble un petit peu à une description de match de hockey. Donc, on comprend que là, la sonde vient de gagner en cour d'appel. Elle est contente, elle a eu raison, elle a réussi à faire annuler une condamnation. Ce que je vous raconte là se passe le 7 avril 2012. Donc, il y a un article sur Cyberpresse qui est publié le samedi matin à 10h33. Dans cet article-là, on nous apprend qu'Olivia's Oasis a réussi à gagner sur le fond face, en fait, puis on faisait même des parallèles entre David contre Goliath, la pauvre petite PME contre la grande entreprise qui tente de l'écraser. Et puis là, on disait, par contre, la pauvre entreprise, elle s'est fait débouter en appel. Elle a perdu maintenant les 125 000 $ qui servaient à compenser ses frais juridiques. Et la pauvre Mme Kuzman va avoir plus de 80 000 $ à payer de sa poche. Elle ne sait pas comment elle va y arriver. Donc, pauvre Mme Kuzman. On parle de 10h33. 10h36, 3 minutes. La page Facebook des jus Oasis de la sonde commence à être inondée de messages de gens qui ont lu l'article et qui disent « Ça n'a pas de bon sens, la sonde, qu'est-ce que vous faites là? Vous écrasez des pauvres petites entreprises québécoises. » Ça a pris 3 minutes. Je saute une petite diapositive. Guillaume Lepage, que vous connaissez très certainement, qui était à ce moment-là suivi par 104 622 personnes, a quand même une certaine influence, je pense, au Québec. Que ce soit par l'émission, tout le monde en parle, les gens vont écouter ça, bon, certains vont se faire leur opinion, d'autres vont prendre ça pour du cash à 100%. Peu importe, Guillaume Lepage peut quand même avoir un certain pouvoir de persuasion et étant suivi par plus de 100 000 personnes sur Twitter, on peut aussi présumer qu'il a un certain effet persuasif sur les gens qui le suivent. Donc, Guillaume Lepage, à 11h55, donc encore très peu de temps après la nouvelle, a retweeté la nouvelle premièrement et ensuite est venu dire « Moi, j'en bois plus du jus Oasis, bon, ma façon de protester. » Donc là, en moins de 3 heures, on a une nouvelle objective qui rapporte un fait, la sonde gagne un cours d'appel, et là, après ça, on a une personne publique assez influente au Québec qui s'en va dire « Moi, je ne bois plus de votre jus parce que je ne suis pas content que vous ayez gagné un cours d'appel. » Donc, vous comprenez l'effet que ça peut avoir à court terme, surtout M. Guillaume Lepage, quand il y a des personnalités publiques qui se mêlent à des dossiers comme ça, peuvent avoir une influence tout à fait énorme. Je reviens ici. 13 heures. Presque déjà 100 commentaires négatifs sur la page des jus Oasis. Twitter s'enflamme. À ce moment-là, vous savez ce qu'est un hashtag. Je crois qu'on dit mot dièse maintenant, mais je ne suis pas convaincu que ce soit un terme très approprié. Ceci étant dit, le hashtag Oasis est maintenant en 4e position dans les tendances de discussion sur Twitter au Québec.
Quatrième sujet. La page Facebook d'Olivia Oasis, qui était très peu connue, très peu visitée auparavant, voit également ses chiffres augmenter tout au long de la journée. Donc là, cette page-là est maintenant aimée par 144 personnes. Et l'article de Cyberpresse, l'article original, a été recommandé par plus de 1000 personnes sur Facebook et 314 sur Twitter. 14 heures, on avance d'une heure. Maintenant, le hashtag Oasis est rendu 3e position des tendances de discussion au Québec. La page Facebook d'Olivia Oasis est maintenant rendue aimée par 183 personnes. 14h30, juste une petite demi-heure. Oasis, finalement, félicitations. Première position dans les tendances de discussion au Québec. Les internautes continuent à ce moment-là à tirer à boulet rouge sur Oasis, la sonde, sur Facebook, sur Twitter. Vraiment, là, tout ça s'enflamme et il y a carrément une perte de contrôle. À 15 heures, la page Facebook d'Olivia Oasis est maintenant rendue aimée par plus de 200 personnes et on n'a toujours aucune réaction officielle de la sonde. On arrive à 17h05. Première réaction de la sonde. Mais on parle quand même d'une réaction rapide. Là. La nouvelle a été publiée à 10h30 le matin, puis on est samedi. Donc, la sonde s'en va dire sur sa page Facebook, « Écoutez, on a pris connaissance de vos commentaires, on est sensible à vos réactions. » Donc, la sonde entend agir avec diligence, respect et dignité. On se rappelle que la sonde vient de gagner en cour d'appel. C'est du drôle de langage pour quelqu'un qui célèbre une victoire. Et la sonde ajoute, il n'a jamais été dans l'intention de nuire à une autre entreprise québécoise. 17h05, 20h15. Et voilà, c'est réglé. La sonde, 3 heures après sa réaction initiale, affirme qu'elle va finalement compenser Mme Kuzman pour ses frais juridiques. Donc, en moins de 10 heures, un samedi, suite à une nouvelle sur Cyberpresse, on a mis la conclusion à un litige qui a duré près de 7 ans devant la commission des oppositions de l'Office de la propriété intellectuelle, la Cour supérieure et la Cour d'appel. Tout ça en 10 heures à cause du public et des médias sociaux. Donc, je pense que cet exemple-là vient nous démontrer à quel point on ne peut pas ignorer ce phénomène-là. Ici, on a Mme Kuzman, justement, qui t'a dit dans les journaux, « I spent 7 years fighting this, and within basically 48 hours, because of the outpouring of support, it was resolved. » Je dois couper dans des exemples, malheureusement, j'en avais des juteux. Je vais y aller quand même avec quelque chose d'intéressant. Je suis certain qu'il y a des fans de soccer et de football européen et aussi des fans de top modèle. Donc ça, c'est mon exemple où j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Il y a un footballeur du Manchester United qui s'appelle Ryan Giggs. Il y en a peut-être qui le connaissent. Il faut comprendre qu'en Grande-Bretagne, il existe un type d'injonction très spécial qu'on appelle un Anonymous Privacy Injunction, ou aussi surnommé les super injonctions. Autrement dit, par une injonction comme ça, on va tenter d'interdire la publication d'une nouvelle, donc un fait qui s'est déjà produit, qu'on ne veut pas qu'il sorte publiquement. On va aller voir un juge, on va lui dire, écoute, j'ai fait une connerie. Ceci étant dit, j'aimerais qu'on ne la publie pas. Donc, on va aller chercher l'injonction et ensuite, on va envoyer tout ça à tous les médias. On va leur dire « Ha ha, je vous ai scoopé, mais vous n'avez pas le droit de le dire. » Donc, M. Giggs, ce qu'il avait fait, en fait, c'est qu'il avait eu une relation extra-conjugale avec une top modèle pendant plusieurs mois. Et évidemment, il ne voulait pas que sa femme le sache. Donc, il a été proactif. Il est allé chercher une super injonction. Par contre, il faut comprendre que cette super injonction-là est applicable uniquement sur le territoire de la Grande-Bretagne. Donc, il y a quelqu'un sur Twitter qui a été un petit vite, il s'est même appelé super injonction. Et il est allé rapporter donc que M. Giggs avait une relation extra-conjugale avec une top modèle, je m'excuse pour le nom, Imogen Thomas, qui a également été sur Big Brother et on me dit qu'elle anime des émissions que je n'ai jamais écoutées. Donc, là, sur Twitter, on a l'information. Vous comprenez que c'est difficile après d'aller faire respecter une injonction face à 200 000 personnes qui décident de diffuser la nouvelle via Twitter. Évidemment, les journaux britanniques, eux, se devaient de respecter tout ça, donc ils ont trouvé une façon très humoristique de rapporter la nouvelle. Donc, monsieur He Who Must Not Be Named avait eu une relation extra-conjugale avec la dite top modèle. Donc, on lui a en plus donné le surnom de Voldemort dans la série Harry Potter. Je trouvais ça assez comique.
Et évidemment, les médias américains et partout dans le monde, eux autres, ça faisait un malin plaisir de mentionner le nom des deux personnes allègrement. Et puis donc, on comprend que la tentative de suppression de l'information ici a grandement médiatisé tout ça parce que tout le monde trouvait ça si drôle qu'on réussisse à contourner sa super injonction que ça a fait le tour de la planète. Donc, un autre beau cas de l'effet Streisand. Là, je vous vois tous vous prendre la tête de façon presque similaire à ça. Vous ne voyez pas, mais ça ressemble à ça. Mais existe-t-il des pistes de solutions? Bien sûr qu'il existe des pistes de solutions. Et malheureusement, ce n'est pas moi qui les a découvertes. On va regarder une entreprise qu'on connaît tous très bien, soit parce qu'elle nous fait grimacer ou qu'elle nous fait sourire, Jack Daniels. Vous reconnaissez ici à droite la fameuse étiquette bien connue du whisky Jack Daniels, donc avec son visuel distinctif. Et à gauche, vous voyez la couverture d'un livre par un auteur, un jeune auteur inconnu qui s'appelait Patrick Wensink, qui a repris cette étiquette-là pour faire la couverture de son livre Broken Piano for President. On regarde tout ça et on se dit, ouais, il y a clairement des droits à faire valoir là-dessus. Là. On a repris le contour, on a repris le style d'écriture, on a repris le 40% d'alcool, on a repris vraiment tout le visuel. Donc, il y a clairement une utilisation illégale d'une marque de commerce enregistrée qui appartient à Jack Daniels. Le premier réflexe d'un avocat qui pratique en propriété intellectuelle, ce serait de dire « Ah ben tabarouette, ça c'est un beau cas clair, on sort la grosse massue qui est cachée dans l'armoire puis on tape dessus. On va envoyer la pire mise en demeure cinglante qu'il n'aura jamais reçue, il va s'effondrer en larmes et avec la foudre du ciel, on va tomber dessus et on va obtenir ce qu'on veut. » Dans le cadre actuel avec les médias sociaux et avec la réaction du public qui peut parfois être encore plus nuisible que la situation originale, il faut des fois essayer de penser comment on peut aborder ça pour obtenir ce qu'on veut, défendre nos droits rapidement, efficacement. Parce que ça ne veut pas dire en aucun cas qu'on ne doit pas défendre nos droits. C'est de la plus grande importance de défendre nos droits, surtout en matière de marque de commerce, parce que laisser des gens copier vos marques, vos logos, va diluer les droits que vous avez dans votre marque et vous risquez peut-être même un jour de perdre votre marque de commerce complètement. Donc, voyons voir ce que Jack Daniels a décidé de faire dans ce cas-ci. Ici, on a une reproduction de la mise en demeure originale qui a été transmise le 12 juillet 2012. Et juste pour vous donner une petite idée, cette mise en demeure-là, elle a circulé partout sur Internet. Elle a été diffusée à de nombreuses reprises sur les médias sociaux, repris même par des journaux, des magazines, un peu partout à travers le monde. Donc, voyons voir ce qui se cache. Je vous ai sorti quelques extraits un petit peu plus intéressants. Donc, « We are certainly flattered by your affection for the brand, but while we can appreciate the pop culture appeal of Jack Daniels, we also have to be diligent to ensure that the Jack Daniels trademarks are used correctly. » Donc, on se comprend que plutôt de dire « nous allons vous détruire, vous utilisez notre marque de façon illégale, nous allons demander une injonction, des dommages exemplaires, parce que clairement, c'est intentionnel de copier notre marque », on est allé tout simplement en disant « Eh bien, on trouve ça le fun, vous aimez notre produit, on est flattés. » Mais ceci étant dit, on a des droits à faire valoir. Donc, qu'est-ce qu'a exigé Jack Daniels comme réparation? We simply request that you change the cover design when the book is reprinted. If you would be willing to change the design sooner than that, including on the digital version, we would be willing to contribute a reasonable amount towards the cost of doing so. Donc, on n'a pas demandé de se faire compenser pour un dommage subi. On s'est dit, écoutez, c'est un jeune auteur, probablement pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens. C'est probablement une cause sympathique si lui est obligé de retirer son livre. Les gens vont dire « pauvre petit auteur qui se fait écraser par une grande entreprise, qu'est-ce qui va se passer? » Donc Jack Daniels s'est dit « peut-être qu'on va avoir une résolution beaucoup plus rapide de tout ça si on fait juste lui envoyer un chèque de 2-3 000, change ta couverture de livre et dans 3 semaines, tout ça est réglé et on passe au prochain cas. » Évidemment, comme je l'ai dit, il y a eu une avalanche de commentaires positifs sur cette mise en demeure-là qui a été transmise par Jack Daniels. Et
les gens commentaient sur les médias sociaux en disant « Écoutez, Jack Daniels, quelle belle entreprise! On les reconnaît pour leurs beaux produits qui nous rendent festifs et heureux. Et en plus, c'est une entreprise avec un grand cœur qui défend ses droits, mais dans le respect des artistes. » Et il faut comprendre que cette publicité-là, surtout quand elle est recommandée par un ami, bien, elle nous touche encore plus parce que nos amis trouvent que quelque chose est intéressant, trouvent que quelque chose est beau, trouvent une entreprise gentille, intéressante. Donc, Jack Daniels, si elle avait voulu se payer une campagne publicitaire de ce type-là, allons chercher la fibre sentimentale chez les gens, faisons-les aimer de leurs produits, qu'ils trouvent qu'on a une belle culture d'entreprise. Ça aurait coûté des dizaines, des centaines de millions de dollars à mettre en place une campagne publicitaire comme ça. Là, qu'est-ce que ça l'a coûté? Une lettre. Juste une. Et puis, notamment, ici, je vous ai mis des extraits de journaux un peu plus connus qui ont repris cette nouvelle-là, qui la trouvaient très drôle. Donc, on a le Tech Dirt, un blog qui a dit « Jack Daniels shows the world. Here's how to send a polite cease and desist. » Le Business Week, qui dit « Q&A. Why is Jack Daniels' legal team so nice? » Law.com. Jack Daniels takes a smooth approach to IP infringement. Le Telegraph en Grande-Bretagne. Jack Daniels sends world's most polite cease and desist letter. Et le Time qui s'en va nous dire « Jack Daniels shows its sweetness even in legal documents ». On trouve même le moyen de faire de la poésie intéressante avec tout ce qui s'est passé. Et au final, Jack Daniels a défendu ses droits. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle a obtenu le changement de couverture. On a mis fin à la violation. Est-ce qu'elle a investi des sommes épouvantables pour aller devant les tribunaux pendant 4-5 ans? Non. Ça lui a coûté des frais minimes pour faire un nouveau design de livre. Et tout ça s'est réglé en dedans de quelques jours. Et elle a eu une campagne publicitaire qu'elle n'aurait jamais pu penser produire ou du moins ça aurait été excessivement compliqué à avoir le même effet. J'ai lu à quelque part une entrevue avec un des avocats à l'interne de chez Jack Daniels qui expliquait qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Ils ont dit, écoutez, nous, notre marque de commerce, nos logos sont violés un peu partout à travers le monde, des centaines et des centaines de fois par année. Puis évidemment, il faut qu'on protège nos droits, mais on ne peut pas se lancer dans des litiges devant les tribunaux à chaque fois que ça arrive et partout à travers le monde. Ce serait absolument épouvantable. Donc, ils ont mis en place cette nouvelle approche-là plus conciliante et leur expérience de tout ça est qu'ils obtiennent des résultats très favorables et très rapides dans la très grande majorité des cas. Et évidemment, lorsqu'ils n'obtiennent pas une réponse favorable rapidement, ils disent, bien là, c'est sûr, il ne faut pas hésiter à maintenant y aller avec l'approche traditionnelle. On n'a pas eu de retour, pas de collaboration, parfait. Maintenant, recours devant les tribunaux, injonction et tout le reste. Donc, on se pose la question, doit-on toujours être doux et gentil dans la protection de nos droits? Évidemment, non. Il y a certaines choses qu'on doit retenir de tout ça. Protéger nos droits est très important, mais lorsque ça peut s'y prêter, on peut adopter une attitude conciliante pour une résolution plus favorable et plus rapide. Maintenant, quand est-ce que ça peut s'y prêter? Bien, évidemment, lorsqu'on a une situation qui a des allures de David contre Goliath, je pense que c'est important qu'on fasse attention comme juriste. Traditionnellement, l'approche des avocats de litige plus traditionnels, puis même à l'interne, j'ai ces discussions-là, nous, avec des avocats, puis ils me disent, ben écoute, ça a toujours été, on y va avec la massue, on tire au shotgun, on ramasse tout ce qui passe, on amène tout le monde dans le litige, puis à un moment donné, ça va se régler tout seul. Bien, c'est plus comme ça maintenant, parce que le public peut se mêler de nos dossiers, et comme vous avez vu avec l'affaire Lassonde, ils avaient raison juridiquement à la fin. Ils ont gagné en cour d'appel. Ce n'était pas un recours abusif. Ils ont perdu au fond. C'est des choses qui arrivent à tous les jours, puis on vit avec ça. Mais de se faire condamner pour un recours abusif, c'est plus tannant. Donc, ils ont gagné sur cet aspect-là. Mais le public, eux, n'ont pas la connaissance juridique du fond du dossier, n'ont pas la connaissance juridique de ce qui a été vraiment décidé par la cour d'appel, oui ou non. Eux, ils lisent un jugement et c'est grosse entreprise, petite entreprise, massue. Ils voient ces nouvelles-là de façon beaucoup plus simple et parfois, ça peut causer des dommages importants à nos clients. Donc, lorsque vraiment on voit une situation du type David contre Goliath ou une situation, une cause plus sympathique, par exemple, dans le cas de Jack Daniels, un auteur ou une association environnementale ou à but non lucratif, bien que sa conduite soit répréhensible et qu'on ait des droits à faire respecter,
il faut être prudent parce qu'on ne peut pas faire abstraction de cette nouvelle réalité-là des médias sociaux. Donc, est-ce que les répercussions négatives qu'on vit en ce moment peuvent être grandement... Est-ce que le dommage peut être décuplé par nos actions? Peut-être. Puis, je reviens tantôt à ce que Dominique Jarre a dit. Est-ce que le futur de notre profession passe par du travail multidisciplinaire avec des gens, par exemple, en relations publiques, en marketing? Je ne suis pas devin. Je pense que Dominique Jarre a toutefois de très bons réflexes sur ce qui s'en vient. Aux États-Unis, on le voit, il y a beaucoup d'articles qui commencent à être écrits là-dessus suite à l'effet Streisand, son observation dans le cadre de litiges, où on vient dire les entreprises, les contentieux d'entreprises dans l'avenir vont devoir de plus en plus s'intégrer avec leurs relations publiques et leur marketing pour voir dans une situation de quelle façon ils vont protéger leurs droits. Et nous, en tant qu'avocats externes et ceux qui travaillent dans des contentieux, il faut tout simplement garder ça à l'esprit. Est-ce qu'il y a une façon optimale de protéger nos droits qui n'est pas nécessairement celle d'aller devant les tribunaux et de charger le plus d'heures possible? Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut s'adapter au nouveau contexte des médias sociaux pour bien servir nos clients, que ce soit à l'interne ou à l'externe. J'ai un collègue au bureau qui se plaît toujours à dire dans des conférences, puis je pense que ça s'applique ici encore, il n'y a personne dans la salle qui est né avec Internet. À moins que quelqu'un ici ait sauté 5, 6, 7, 8 années de secondaire, puis soit un génie comme le Dr Dougie. Ceci étant dit, donc, nous ne sommes pas nés avec Internet, mais nous avons appris à vivre avec dans nos vies personnelles et dans notre vie professionnelle aussi. Je connais très peu d'avocats en ce moment qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'utilisent pas le courriel à chaque jour pour envoyer de la correspondance, en recevoir, échanger avec des confrères, avec des clients. Donc, pourquoi est-ce que les médias sociaux seraient différents de tout ça? J'entends souvent des avocats me dire « Ah, les médias sociaux, c'est pour les petites filles qui aiment Justin Bieber, puis nous, dans la pratique, aucun rapport avec nous autres. Pourquoi les cabinets, de un, iraient être actifs là-dessus, et de deux, pourquoi on se soucierait de ce que les gens pensent? » Mais on ne peut pas faire abstraction de tout ça parce qu'on voit les effets maintenant qui sont vécus par toutes sortes d'entreprises. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de faire le tour avec vous de toutes les situations qui se sont produites, mais ces temps-ci, je me tiens à jour là-dessus, il y en a une par semaine qui se produit. Une nouvelle, l'effet est vécu à quelque part, l'effet est vécu à quelque part. Ça a l'air mystique quand on l'appelle l'effet Streisand, mais l'effet est observable. Donc, il faut qu'on en tienne compte. Et je pense que pour bien protéger les intérêts de nos clients, c'est important qu'on demeure à l'avant-garde de ce qui se produit sur Internet, ce qui se produit sur les médias sociaux, pour toujours être capable de suggérer des solutions à nos clients qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et je pense qu'ils vont être beaucoup plus contents de nos services si on leur permet de résoudre un litige ou une situation dérangeante rapidement, de façon efficace et originale, que si on les amène pendant 5 ans devant les tribunaux pour un résultat incertain et une possible campagne excessivement négative contre eux pour avoir attaqué un plus petit. Donc, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je termine avec une phrase aussi cliché, mais « think outside the box ». Je pense qu'on est là en tant que juriste et surtout les plus jeunes qui, sans être nés avec Internet, avons appris à vivre avec plus jeunes et à l'intégrer dans nos vies. Je pense que c'est inévitable qu'on l'intègre également dans nos pratiques en tant qu'avocat au cours des prochaines années. Donc, ça termine le contenu principal de ma présentation aujourd'hui. Donc, je vous rappelle que je suis très content d'être venu ici à Montréal vous donner une présentation et j'espère tous bientôt vous voir à Québec lorsqu'on aura à nouveau un club de hockey dans les estrades. Merci beaucoup, Mme Bergeron. En fait, je sais, c'est un sujet, là, je vous avais demandé d'attendre à la fin pour poser des questions. La dernière fois que j'ai donné cette présentation-là, il y a eu ensuite des débats chauds, les gens échangeaient, puis même qu'à un moment donné, je suis allé m'asseoir parce que les gens parlaient entre eux et échangeaient comme ça. Donc, je vous invite maintenant à poser des questions si vous en avez. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Vous êtes gêné? Oui. Pour Sinard, bien, dans ce cas-ci, évidemment, on parle d'une cause qui est sympathique, Robinson contre Sinard, mais
je ne crois pas qu'il y ait eu un effet plus dommageable par les médias sociaux que ce qui était déjà dommageable par les faits à la base. Je n'ai pas vu personne qualifier le dossier Sinard d'effet Streisand, parce qu'évidemment, ça fait longtemps que c'est là dans les médias, que ça traîne, que c'est là. Puis, au point où ça en est rendu en Cour suprême, je n'ai pas l'impression qu'une simple contestation publique dans ce dossier-là ferait changer quoi que ce soit. Là. On se bat pour des sommes énormes et puis on va laisser la Cour suprême trancher. Donc, je pense, dans un cas où on est encore en première instance et on se bat encore un combat de tranchée, je pense que l'opinion publique peut faire basculer un débat, mais pas rendu en Cour suprême. Oui, c'est sûr, la sonde était en cours d'appel, mais on était arrivé au bout du processus et on parlait quand même d'honoraires de 125 000 pour la pauvre petite entreprise. M. Robinson, lui, a déjà un support global de la population depuis plusieurs années. Mais effectivement, c'est un dossier qui a amené la passion du public, très certainement. Effectivement, il y a tout l'aspect du financement participatif aussi qui passe par le Web 2.0, où des gens, pour des causes, réussissent à aller chercher du financement, un coût de 10 $ auprès de chaque personne, puis ramasser des sommes importantes. Ça a été fait et c'est vécu, ça. Il y a le phénomène comme Kickstarter, que vous connaissez probablement, qu'on appelle du crowdfunding, ou des entreprises qui ont besoin de financement pour des causes, et justement, ceux qui réussissent souvent, c'est des causes sympathiques ou plus intéressantes. On va chercher de l'argent comme ça des gens. Donc, le Web 2.0 transforme un peu notre façon de vivre, de gérer des litiges ou même de démarrer des entreprises. À la limite, est-ce que vous croyez qu'on pourrait revenir, comme au temps du Far West, à une forme de justice expéditive? Lorsque les réseaux sociaux s'emballent, il y a des questions juridiques, des notions que, tu sais, sur 140 mots sur Twitter, là, c'est plus lourd à faire digérer aux gens. L'espèce de notion de justice par le justiciable, c'est sûr que c'est une notion qui fait peur en ce moment. Et puis quand j'ai cette discussion-là avec des avocats, ils disent, ben écoutez, si le justiciable peut se faire justice lui-même, il reçoit une mise en demeure, il va aller dire « telle entreprise est une méchante », puis essayer de convaincre le plus de gens de penser qu'elle est méchante pour se faire justice. C'est effectivement une situation qui peut se présenter. Et puis moi, je me vois mal comme juriste, par exemple, à aller conseiller à un client « écoute, tu as reçu une mise en demeure, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'aller salir l'autre publiquement. » C'est sûr que non. On ne veut pas tomber dans la diffamation. Est-ce que je vais même lui suggérer de dire « pour te faire justice toi-même, publie la mise en demeure ». Écoutez, on est loin de ça, mais c'est des phénomènes qui peuvent arriver parce qu'il y a des gens, effectivement, qui vont recevoir des mises en demeure. Et comme j'ai dit tout à l'heure, sur Internet, c'est moins grave. Donc, ils vont prendre tous les documents qu'ils reçoivent, vont les mettre en ligne, que ce soit protégé ou non, que ce soit confidentiel ou non. Et une fois que le cirque est parti et que tout le monde diffuse cette nouvelle-là, ça devient impossible de l'arrêter. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un danger à ce niveau-là. Puis, en tant que juriste, justement, il faut qu'on en soit conscient pour tenter de minimiser ces effets-là puis d'éduquer les gens sur le fait que se faire justice soi-même n'est jamais l'idéal. Mais on peut utiliser le pendant positif de tout ça. Évidemment, s'il y a une cause qui est sympathique, on peut rapporter du factuel objectif dans certains cas pour essayer d'aller chercher une certaine sympathie. Effectivement, que ça peut se produire. Vous êtes tous bien tranquilles. Donc pour vous, les limites actuelles données au marketing viral et au buzz sont suffisantes tant qu'on donne une certaine éducation? Mais écoutez, ce marketing viral-là ne provient pas vraiment souvent de cabinets d'avocats, provient plutôt de firmes de marketing. Et je pense que c'est là que le futur de la profession passe par des interactions d'équipes multidisciplinaires où on va aller gérer un litige autant du côté relations publiques que du côté marketing à un moment donné pour s'assurer qu'il n'y ait pas des effets négatifs supérieurs à ce qu'on tente de bloquer. Est-ce que le marketing viral peut devenir un aspect négatif ou positif? Je n'ai évidemment pas toutes les solutions en ce moment, mais ce qu'on observe en ce moment, c'est qu'il y a des cas qui se sont produits où ça a eu des effets absolument dévastateurs ou absolument positifs. Donc,
ce que je demandais, c'était plutôt au niveau institutionnel, au niveau légal. Est-ce que vous pensez qu'il y a besoin d'une réforme à ce niveau-là? Est-ce que pour vous, une réforme serait... Une réforme, écoutez. Je vous dirais que la plupart des lois en ce moment peuvent être appliquées, peu importe leur contexte, puis d'essayer des fois d'aller avec des lois excessivement complexes pour décrire des situations qui peuvent se gérer autrement. Ce ne serait pas nécessaire de faire de réformes par rapport au marketing viral. Si on a un marketing viral qui viole les droits de quelqu'un, on va tomber dans de la contrefaçon, dans de la diffamation, on va tomber dans autre chose qui est déjà prévue par d'autres lois. Donc, est-ce que en tant qu'État, on devrait se doter de nouvelles lois pour parler de marketing viral? Je ne crois pas. Évidemment, si on tombe dans le mash-up et dans le droit d'auteur et tout ça qui est souvent rattaché au marketing viral, on a également une loi sur le droit d'auteur qui va venir couvrir ça, qui a par ailleurs été mise à jour récemment, bien qu'on puisse douter du bien fondé de certaines dispositions. Là. Mais je pense qu'on a un cadre juridique assez large en ce moment pour l'appliquer à toutes les situations relatives à Internet. Là. Salut Vincent, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, en fait, la dernière question, ça mène bien à une question que je me demandais. Les juristes comme tels, on n'est pas nécessairement formés en relations publiques. Et là, on voit avec les médias sociaux, avec ces effets un peu pervers qu'ils pourraient avoir, il y a un croisement entre le monde juridique et le monde des relations publiques. Donc, comme j'ai dit, en tant que juriste, on n'a pas vraiment cette formation-là. On est formé pour être un peu plus agressif. As-tu peut-être des suggestions pour ceux d'entre nous? Je sais que toi, tu es très aimable, les gens t'aiment beaucoup. Mais as-tu des recommandations pour ceux d'entre nous qui, c'est peut-être moins évident comment approcher ce genre de situation-là et quand est-ce qu'aussi on devrait peut-être penser à embarquer quelqu'un qui a une expérience en relations médiatiques? Écoute, c'est une question qui est très complexe parce que justement, comme disait Dominique Jean, on a un peu tous les avocats le complexe de Dieu. On pense qu'on est bon dans tous. Un jour, on est bon pour faire du droit dans un domaine très pointu, puis un jour, on est bon pour gérer un cabinet de 800 avocats. Donc, évidemment, on pense toujours qu'on en connaît beaucoup et qu'on est spécialiste de tout. Je ne suis pas un spécialiste de marketing et de relations publiques et très peu de gens combinent toutes ces choses-là dans leur pratique. Par contre, ce qui est important d'avoir, c'est des bons réflexes. Donc, ce que j'ai identifié tout à l'heure comme des situations pouvant causer problème, une situation qui a des allures de David contre Goliath où la partie qu'on poursuit va avoir une cause sympathique, c'est des cas où on devrait avoir le réflexe de se dire « Oh, une minute, je ne suis pas un spécialiste, mais il me semble que là, j'ai une petite lumière d'alarme qui sonne. » Donc, dans ces cas-là, évidemment, les cabinets d'avocats en ce moment n'ont pas de structure adaptée où ils ont à l'interne des gens de relations publiques, mais je pense que c'est bon d'avertir les clients qui souvent, eux, à l'interne, vont avoir un département de marketing, vont avoir des relations publiques et eux risquent d'avoir des meilleurs réflexes que nous. Si on porte à leur attention qu'il existe un phénomène qui s'appelle l'effet Streisand et d'expliquer globalement comment ça fonctionne, leur dire, écoutez, moi, j'ai l'option traditionnelle, je peux envoyer une grosse mise en demeure terrible, mais voici ce qui est arrivé dans d'autres cas. Je tiens à porter ça à votre attention. Au final, le client va décider ce qu'il décide de faire et on va le faire. Mais je pense qu'on a un devoir d'éducation d'avoir les bons réflexes. Donc, évidemment, pour les juristes, ce qu'il faut faire, c'est d'assister à ma conférence et d'être allumé sur ce nouveau phénomène-là. Donc, déjà là, vous avez complété la première étape. Bon, mais je pense que ça termine la présentation de Maître Bergeron. Nous aimerions vous remercier. C'était super intéressant. Et pour tous ceux qui ne suivent pas Maître Bergeron sur Twitter, je vous le recommande parce que ses tweets sont super intéressants. Ça vaut la peine.